Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu, votre guide pour ce second épisode d'Histoire guidée. Et aujourd'hui, on va continuer à parler du Mont Saint-Michel. Et la première chose à laquelle on pense quand on pense à Mont Saint-Michel, on pense évidemment à l'abbaye. On pense aux magnifiques salles, à l'incroyable cloître, à l'extraordinaire abbatiale, à la statue du Mont Saint-Michel trônant au sommet de cette pyramide que forme le roc. Et ces représentations sont tout à fait légitimes. Moi-même, quand je pense au Mont Saint-Michel, la première chose à laquelle je pense, c'est évidemment à l'abbaye. D'ailleurs, ça se ressent assez bien dans la première vidéo que j'ai pu faire. C'était consacré à la fondation et à l'histoire du Mont Saint-Michel. En réalité, c'était la fondation et l'histoire de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille assez vivement d'aller la voir dans un premier temps, tout simplement parce que je vais passer assez vite sur ce que j'ai déjà dit, donc je vais vous la mettre là-haut ou là-haut, je sais pas encore. N'hésitez surtout pas à aller la voir. Oui, je sais, ça fait un peu autopromotion, j'en suis bien désolé. Donc voilà, quand on parle Mont Saint-Michel, à la grande majorité d'entre nous, évidemment, on pense à l'abbaye. Mais cette abbaye n'est pas isolée, elle n'est pas construite sur du vide ou des choses inintéressantes. Non, cette abbaye, elle s'est adaptée à son milieu naturel, à son environnement. L'abbaye, elle a été construite sur une île granitique, entourée d'une faune et d'une flore bien particulières, dans une baie qui est soumise à de fortes marées, à des sables mouvants. Le projet, il s'est transformé au fil des siècles en fonction des gens qui réunissaient autour de ce symbole. Bref, cette abbaye, elle n'est pas isolé son environnement. Son environnement va influer en fonction des contextes environnementaux, politiques, économiques. C'est d'ailleurs tout le sens du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO, quand elle a classé ce monument sur sa liste du patrimoine mondial, elle n'a pas classé que l'abbaye, elle a classé le Mont Saint-Michel et sa baie. Et donc aujourd'hui, ensemble, avec moi, on va faire une visite virtuelle. Alors virtuelle puisque déconfinement, début du déconfinement oblige, pandémie, on va faire une visite virtuelle de la baie du Mont Saint-Michel. Et on va tout d'abord commencer par le vaste, la baie du Mont Saint-Michel. Parce que vaste, la baie du Mont Saint-Michel, elle l'est. Elle s'étend sur près de 100 km de côte entre Granville, en Normandie, sur la péninsule du Cotentin, et Cancale, dans le nord de la Bretagne. Le total de la baie du Mont Saint-Michel, ça représente 45 000 hectares, soit 4 fois et demi la surface de Paris. Donc oui, ça commence à être plutôt très grand. Mais tout cet ensemble, aujourd'hui dominé par la mer, n'a pas toujours été recouvert d'eau salée. Il y a environ 15 000 ans, la mer Manche n'existait même pas, et la baie du Mont Saint-Michel, ce que l'on connaît aujourd'hui comme la baie du Mont Saint-Michel, était recouverte de glace. Mais il y a environ 8 000 ans, à la fin de la période glaciaire, l'eau va dégeler, la mer Manche va commencer à apparaître, et l'eau va commencer donc à arriver dans la baie du Mont Saint-Michel avec des niveaux très aléatoires, très fluctuants au fil du temps. Et il y a environ 5 000 ans, va commencer à apparaître ce qui est aujourd'hui connu comme la baie du Mont Saint-Michel, dans un état relativement proche, même si certaines légendes locales font penser qu'il y avait peut-être une forêt, la légendaire forêt de Sissi. Alors Sissi, S-C-I-2-S-Y, donc rien à voir avec la princesse autrichienne du 19e siècle, mais ça reste quand même plutôt de l'ordre du folklore local, de la légende locale. Par contre, ce qui est absolument certain, c'est que des sédiments vont continuer à se déposer au fur et à mesure des siècles et vont modeler très fortement le paysage que l'on connaît aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui on en est à environ 15 mètres de sédiments déposés. Émerge de cette grosse couche de sédiments, cette espèce de boue un peu sablonneuse et grisâtre, deux rochers qui forment des îles et un troisième qui est un petit peu plus loin dans les terres. Ces trois rochers sont le mont Dol, qui est un petit peu à l'ouest dans les terres en Bretagne, le mont Tomblaine, qui
et un petit peu au nord, et enfin évidemment le mont Saint-Michel, enfin le mont Tombe, mais devenu un peu plus tard le mont Saint-Michel. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir. Donc ces trois monts sont des résurgences granitiques datant d'il y a entre 500 et 600 millions d'années. Alors il existe un certain nombre de légendes autour de ces rocs, notamment une légende raconte que le géant Gargantua se promenait tranquillement en direction de la Bretagne, et quand soudain il s'arrête au moment où il se trouvait près de la baie du mont Saint-Michel, et il ressent une gêne dans sa botte, alors il décide de s'arrêter et de regarder, il sort sa botte, il la secoue, et tombe trois petits cailloux qui vont devenir donc les trois rochers, le mont Dol, le Tomblaine et le mont Saint-Michel, enfin le mont Tombe devenu mont Saint-Michel. Alors le reste de la baie, en dehors de ces trois rochers, est constitué principalement d'un sable grisâtre qui provient principalement de sédiments mêlés de coquillages qui se déplosent au gré des marées. Ce sable bien particulier, on l'appelle la tangue, et il a été utilisé pendant des siècles comme fertilisant pour les terres agricoles alentours. Mais il peut être assez dangereux de marcher sur cette surface sans un guide expérimenté, car une partie de ces sables sont des sables mouvants. En fait, ces sables sont très humides, sont remplis de microparticules d'eau qui sont cachées dans le sable. Ça a l'air assez innocent, mais il faut faire très attention. Si vous y mettez les pieds, la pression va chasser l'eau qui était comprise dans ces sables. Vous allez vous enfoncer. Votre pied, vous allez rarement vous enfoncer plus que le mollet, le genou, on peut aller jusqu'à la taille maximum. Vous allez commencer à vous enfoncer, mais par contre le sable n'est plus irrigué en eau, va commencer donc à se durcir, se colmater un petit peu et va avoir un petit peu la même consistance que du ciment frais. Donc votre jambe va devenir entièrement prisonnière. Et alors là, n'essayez pas de tirer quelqu'un qui est pris dans ce genre de sable mouvement, ça ne sert à rien. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes de pression, ce serait comme essayer de tirer une voiture. Donc, bon courage. Donc, non, l'astuce, c'est pour la personne qui est prisonnière, c'est de bouger sa jambe un petit peu d'avant en arrière pour essayer de créer un petit peu d'espace qui va permettre à l'eau de revenir là-dedans et donc de décolmater, de décimenter tout ce sable et donc de décompacter et pouvoir sortir de façon un petit peu plus simple. Et il vaudrait mieux pour vous sortir plutôt vite de ces sables mouvants parce que la marée, elle va pas tarder à arriver et la marée peut monter relativement vite. Alors, les marées du Mont Saint-Michel ne sont pas spécialement connues pour être très rapides. La marée monte entre 4 et 6 km/h, ce qui est la vitesse de marche d'un humain qui est plus ou moins pressé. Donc contrairement aux idées reçues, la marée du Mont Saint-Michel ne monte pas à la vitesse d'un cheval au galop, comme on a pu le lire notamment par Victor Hugo dans un premier temps, qui était à la recherche de sensationnalisme, mais malheureusement c'était repris depuis très longtemps. Ça a été beaucoup repris par divers guides touristiques ou médias qui sont aussi en recherche de sensationnalisme. En fait, si les marées du Mont Saint-Michel sont extrêmement connues, extrêmement célèbres par le monde, c'est pas tant pour leur vitesse, mais c'est surtout pour leur amplitude. En effet, lors des plus fortes marées, le marnage, c'est-à-dire la différence entre la marée haute et la marée basse, elle est d'environ 15 mètres, ce qui en fait donc une des marées les plus importantes du monde. Après certaines marées canadiennes, c'est les plus importantes d'Europe. Et comme la baie du Mont Saint-Michel est quasiment plate, quand la mer se retire, elle se retire très loin. Entre 6 km, quand on a des marées peu impressionnantes, celles qu'on appelle les marées de mortes eaux, et elle peut se retirer jusqu'à 18 km. Quand on a les marées les plus importantes, les marées de vives eaux. C'est à ce moment-là que l'attraction de la Lune est la plus forte. Oui, parce que j'espère que je ne vous apprends rien en vous disant que les marées, le phénomène de marée, il est en fait influé par l'attraction de la Lune sur la Terre et donc spécialement sur les océans. Si vous n'êtes pas trop au point, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mettrai en description. C'est une vidéo qui a été réalisée par C'est pas sorcier. Peut-être rappeler quelques vieux souvenirs à certains, mais
ces vidéos, on peut juste pas faire plus clair. Mais alors pourquoi ces marais sont particulièrement impressionnants dans la baie du Mont-Saint-Michel? Eh bien la première raison est assez logique, c'est que la baie du Mont-Saint-Michel est plate ou quasiment plate. Et donc pour pouvoir se retirer de 10 ou 15 mètres de haut, eh bien elle doit se retirer très loin, entre donc 6 et 18 km. La deuxième raison est un tout petit peu plus compliquée à comprendre et tient principalement à la géographie de ce lieu. En effet, l'onde de marée se propage, elle arrive de l'océan Atlantique, elle va s'enfermer dans la Manche qui est beaucoup plus étroite, elle va donc se resserrer et donc se concentrer, elle va être un peu plus importante. Et après, elle va venir buter contre la péninsule du Cotentin. Et quand elle va buter sur la péninsule du Cotentin, une partie de l'onde va se répercuter, donc s'additionner à l'onde existante, pour venir dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui va être donc comme un entonnoir. Hein. Elle va accueillir toute cette onde, ces ondes à la fois donc de l'océan Atlantique, resserrées dans la baie du par la Manche, plus l'onde qui vient de la péninsule du Cotentin, ça fait beaucoup, ça fait énormément d'eau, et donc l'eau vient s'engouffrer dans la baie du Mont-Saint-Michel, ce qui forme donc une énorme marée. Alors ce cycle de marée haute puis marée basse, ça se reproduit à peu près 2 fois par jour, au rythme de 12 heures environ. On a une marée haute, suivie d'une marée basse 5 à 7 heures après, puis une autre marée haute 5 à 7 heures plus tard, et ainsi de suite. Et donc, on a ce cycle 2 fois par jour. Alors, les plus fortes marées ont généralement lieu 2 jours avant les nouvelles lunes ou les pleines lunes. C'est notamment à ces moments-là que l'on peut observer ce qu'on appelle le mascaret. Alors, le mascaret, c'est une sorte de mini tsunami, quelques centimètres de haut, extrêmement impressionnant et notamment donc très visible quand il remonte les fleuves tels que le Couesnon, par exemple. Alors ces grandes marées ont une conséquence très intéressante et plutôt bénéfique pour les locaux, c'est de créer au sud de la baie des herbus, c'est-à-dire de grands espaces parfaitement plats avec une végétation qui ressemble un petit peu à de l'herbe mais qui n'en est pas tout à fait, aux endroits où seules les marées les plus importantes peuvent déposer du sel et des sédiments. Alors ces plantes parfaitement adaptées à ces herbus, c'est ce qu'on appelle des plantes halophiles. Végétation halophile, alors halophile ça veut dire littéralement qui aime le sel. C'est parfait à placer en société ou au Scrabble, quand on pourra se réunir pour discuter et jouer au Scrabble. Ce sont des plantes, par exemple, comme la salicante. Alors ces herbus, ils sont principalement utilisés au printemps et à l'été pour laisser paître de nombreux moutons qui apprécient a priori tout particulièrement ce type de végétation particulier. Ce sont les fameux agneaux de présalé, qui sont des moutons à tête noire, bien gras, bien dodus, et dont la chair est apparemment particulièrement savoureuse. Hein. L'alimentation un peu spéciale donne un goût très fin et très persillé à ces moutons. Enfin ça c'est a priori, puisque bon, ces agneaux de présalé c'est assez rare, mais surtout c'est plutôt très cher. Donc je dois avouer que j'y ai jamais goûté, mais les spécialistes disent que c'est très très bon. Dans tous les cas, par contre, cet élevage est reconnu, hein, très reconnu, et est protégé par une AOC, une appellation d'origine contrôlée. Mais ces présalés sont aussi un lieu extrêmement important l'hiver, notamment pour les oiseaux migrateurs hein, qui viennent y nicher. Et d'ailleurs, toute la baie du Mont-Saint-Michel est un paradis absolu pour tous les ornithologues et tous les passionnés de nature. Hein, c'est une réserve protégé avec une richesse d'espèces extrêmement importante. Notamment, évidemment, pour les oiseaux, on peut citer Tomblaine, qui est une réserve ornithologique. C'est interdit d'y aller, de la visiter, mais c'est absolument prodigieux le nombre d'oiseaux. C'est tout à fait magnifique. On va retrouver aussi d'autres espèces, notamment des espèces marines, par exemple. On va retrouver des veaux marins, des phoques gris et même quelques dauphins. Et dans la baie du Mont-Saint-Michel, on va aussi retrouver d'autres terres qui vont être utilisées pour l'agriculture, en plus des herbus. Ces terres, c'est ce qu'on appelle des polders, ou polders, prononciation du néerlandais est assez défaillante. Ces polders, ce sont des terres qui ont été gagnées artificiellement sur la mer, et ces zones ne subissent
pas les marais, hein. Elles ont été isolées des marais et de l'eau salée entre le milieu du 19e et le milieu du 20e siècle. Ça représente quand même plusieurs milliers d'hectares qui sont utilisés maintenant aujourd'hui, principalement pour des cultures maraîchères. Mais à la fin du XXe siècle, une conviction se répand. Il faut restaurer l'aspect du Mont Saint-Michel à son état d'origine, ou au moins aussi proche que ce qu'il est possible de faire. C'est d'ailleurs un des sens profonds du classement du Mont Saint-Michel et de sa baie au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors dès 1995 sont lancées les premières études visant à rendre au mont son insularité et à désensabler au moins en partie la baie. Alors l'idée repose sur deux axes principaux. Le premier, c'est de créer un barrage sur le fleuve côtier Couesnon. Le principe est assez simple, c'est celui d'une chasse d'eau, oui, comme dans vos toilettes. En gros, on va créer un barrage. À marée haute, on va ouvrir les vannes du barrage et donc l'eau va se stocker en amont du barrage. On va stocker une grosse quantité d'eau. Et 6 heures après la marée haute, on va relâcher cette eau assez brutalement, d'un coup, ce qui va créer un flot d'eau important et ce qui va emporter au loin les sédiments et le sable. La deuxième idée, c'est de détruire la digue et les parkings qui reliaient le Mont Saint-Michel à la terre. On va déplacer les parkings 2 km en amont, hein, sur la terre ferme, et on va permettre l'accès avec une passerelle sur pilotis. Comme ça, les visiteurs vont pouvoir accéder au mont, toujours pouvoir accéder au mont, hein, c'est quand même un des monuments emblématiques. Alors, il va y avoir deux manières pour pouvoir accéder au mont. La première, pour les plus courageux, entre guillemets, c'est de faire une petite balade à pied, dure une quarantaine de minutes environ, plutôt très joli d'ailleurs, soit de prendre une navette gratuite. Le pont passerelle permet donc à l'eau de pouvoir circuler en dessous et l'ensemble des travaux sont achevés et inaugurés en 2015. Mais le désensablement est partiel, hein, il est toujours en cours. De plus, si la marée haute réussit déjà à circuler sous la passerelle, le Mont Saint-Michel redevient réellement une île, donc totalement détachée de la terre ferme, seulement une vingtaine de jours par an dans des conditions bien particulières, notamment il faut des coefficients de marée extrêmement importants, supérieurs à 110. Voilà pour cette découverte de la baie du Mont Saint-Michel, plutôt rapide, ou pas vraiment d'ailleurs, mais si vous continuez à me suivre, vous verrez vite que j'aime beaucoup parler. C'est une sorte de petite déformation professionnelle, je m'en excuse. Cette deuxième vidéo de la chaîne Histoire Guidée se termine à présent. Il y aura sous peu une autre où nous partirons ensemble à la découverte du village du Mont Saint-Michel, ses petits secrets, ses fortifications, etc. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai pu vous instruire ou vous divertir. Je remercie aussi tout particulièrement les personnes qui ont partagé ce contenu, qui m'ont fait des retours extrêmement utiles. J'essaie vraiment d'en tenir compte au maximum. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à poser toutes les questions que vous pourriez avoir, à continuer à me faire des retours, que tout simplement j'essaie de m'améliorer, de continuer à m'améliorer. Donc voilà, maintenant la vidéo vraiment se termine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Portez-vous bien. Bye!